Bonjour à tous, merci d'être là. Juste après la pause déj, je sais que ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, je vais vous parler de coaching at scale dans l'Agile at Scale. Très rapidement, merci aux sponsors pour cet événement. Et je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Amina Bourguiba, j'ai quelques expériences à droite à gauche. Et je suis passée par plusieurs rôles, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais interne, j'étais responsable marketing, puis peu à peu, je suis rentrée dans l'agilité. Je suis passée un peu par tous les rôles pour arriver à celui de coach il y a quelques temps. Il y a quand même quelques années, mais on ne dira pas combien. Et du coup, aujourd'hui, je vous ai proposé ce sujet. Pourquoi celui-ci et pas un autre ? Tout simplement parce que c'est un défi auquel j'ai dû faire face. J'ai essayé d'apporter une réponse. C'est une réponse, c'est la mienne. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse que je proposerai à tout le monde et que c'est forcément l'évidence. Et c'est un sujet qui me portait à cœur. Pas évident forcément à mettre sur slide. C'était plus facile d'en parler autour d'un café plutôt que de le faire en conférence et en slide. Et ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est plusieurs choses. C'est déjà... dans une transformation à l'échelle, il y a forcément la face cachée et la face immergée de l'iceberg. Il y a le coaching, ce qu'il en ressort, et puis tout ce qu'on peut faire derrière nous, les coachs, pour y arriver. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour de l'approche de coaching, donc peut-être éventuellement du coaching à l'échelle, avec du coaching collectif, versus tout ce qui est coaching d'équipe et un peu plus de proximité. Par rapport aussi à tout ce qui est, si on a une approche qui marche et qu'on est dans une transformation à l'échelle, est-ce qu'on parle de standardisation? Est-ce qu'on peut personnaliser? Qu'est-ce qu'on fait de cette approche? Donc finalement, la question c'est, que vaut le coaching à l'échelle? Du coup, la partie la plus rapide pour moi, en tout cas, c'est un peu de contexte sur la transformation, juste pour vous donner un peu de contexte dans ce retour d'expérience avant d'entamer un peu la démarche, l'approche, le vécu, les difficultés. C'est une transformation à l'échelle dans une entreprise bancaire qui avait pour mission d'être sur 2-3 ans sur une entité d'à peu près 8000 personnes worldwide. Sa raison d'être, son why, c'était créer un meilleur alignement entre le business et l'IT. Bien sûr, il y avait aussi pour tout ce qui est attractivité, nouveaux talents, innovation, plein d'autres choses, mais principalement aligner le business et l'IT. Et pour ce faire, ils ont mis un cadre, ils ont placé un cadre via un Target Operating Model, dans lequel on essaie d'atteindre plein de pratiques, des pratiques autour de l'agilité, du continuous delivery et aussi à l'échelle, pour finalement toucher environ une 50aine de tribus. Juste pour donner quelques détails, une tribu, c'est environ 130 personnes, worldwide aussi. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps 130 personnes, ça peut être 80 comme 200, on ne va pas se mentir. Et pour l'accompagner, un centre agile worldwide. Ce centre agile, on était à peu près une 30aine de coachs pour les aider, et aussi plusieurs dans plusieurs pays, et aussi spécialisés. Il y en avait qui étaient plutôt spécialisés autour du leadership, d'autres plus dans le déploiement des équipes, d'autres plus dans tout ce qui était scale et synchronisation full tribe sur les gros frameworks. Il y avait un peu de tout. Mais la réalité, c'est que d'une certaine manière, cette transformation, elle voulait aussi une chose, c'était harmoniser les structures. Ce qui signifie qu'on partait de certaines tribus qui avaient des organisations un peu classiques, qui espéraient arriver à ce type de modèle que vous reconnaîtrez pour certains, dans le sens tribu agile, avec d'une manière horizontale des value chains, donc vraiment des valeurs, des chaînes de valeur un peu plus business, et les équipes qui y répondent, pour, d'une tribu à l'autre, arriver à une organisation complètement agile avec des tribus qui auront principalement des choses qui se répondent les unes aux autres. Et du coup, quand j'arrive dans cette mission, je dis, ok, mais du coup, les tribus, elles passent par quelle étape pour se faire coacher, pour arriver d'un statut zéro à un statut déployé? Et c'est là qu'on commence à regarder un peu les étapes. Donc, on a
d'abord ce qu'on appelle une phase de framing. Donc, c'est vraiment la phase un peu de cadrage où la tribu va solliciter quelques personnes, monter une petite cellule de transformation. C'est eux qui vont être les ambassadeurs de la transformation de leur propre tribu. Et ils vont réfléchir sur tout ce qui est les chaînes de valeur, la vision, éventuellement réorganiser les équipes, ainsi de suite, et définir qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans leur première MVP d'itération. Deuxième étape, qui peut être deuxième et troisième, ça va être tout ce qui est autour de l'itération, donc de transformation. Donc on peut en mettre une comme deux. Ils vont commencer à réfléchir sur la communication, pourquoi cette transformation, comment embarquer notre tribu, qu'est-ce qu'on veut faire, jusqu'à quel framework full trab on veut aller. Est-ce qu'on veut aller vers du safe, est-ce qu'on veut aller vers du less use, du Scrum of Scrum ou pas du tout. Comment on fait pour embarquer les régions, ce genre de choses. Est-ce qu'on lance des chapters. Et puis là, c'est aussi la partie où on est vraiment au cœur du coaching, c'est-à-dire qu'on s'adresse à toute la tribu et on est là pour déployer les équipes. Ça peut être des nouvelles équipes qui viennent d'être créées, des équipes existantes mais qui changent de périmètre, de valeur ou de domaine fonctionnel. Donc c'est beaucoup de choses et il faut pouvoir les embarquer jusqu'à atteindre les MVP que cette cellule a choisis. Et enfin, la dernière partie, c'est tout ce qui est autour de l'amélioration et du sustain. Donc clairement, là, on parle de quitter la tribu et les laisser avec un mindset un peu serein, les laisser dans un mindset d'amélioration continue, et puis ils vont commencer à améliorer leur maturité, essayer de pas seulement monter en compétences, mais peut-être de monter en puissance, d'optimiser, de créer encore plus d'autonomie, de délégation, et pourquoi pas passer sur du budget capacitaire et aller vers d'autres aspects derrière. Donc voilà, aujourd'hui, on ne va parler principalement que de tout ce qui était déploiement des équipes et tribus. Donc le périmètre de ma conférence aujourd'hui va s'intéresser plus à cette partie et aux défis que j'ai rencontrés par rapport au déploiement derrière des équipes et de la tribu. Donc ça, c'était la petite partie contexte. Et là, j'arrive, donc ça y est, au bout d'une ou deux semaines, on commence à discuter et puis on me donne mon périmètre et officiellement, j'ai la tribu que je dois coacher. Je ne suis pas seule pour le faire, on est une coaching team. C'était ça l'avantage, c'est qu'on est 2, 3, 4 coachs sur la même tribu, chacun avec sa spécialité. On est comme une famille, on s'entraide. Il y en a quelques-uns ici dans la salle qui me sourient aussi au passage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas seul, mais on a quand même chacun nos missions et chacun, quelque part, les pratiques à faire déployer, les pratiques à faire atteindre à minima pour les équipes. Et là, du coup, on me dit, bon, bah, en fait, tu as 3 mois pour déployer cette tribu, faire en sorte qu'ils aient le minimum d'agilité, des pratiques à atteindre, les mettre dans le bon mindset, et puis après, il faudra passer à la tribu suivante. OK. Du coup, je me dis, comment je vais coacher tous 150 personnes, donc 150 personnes worldwide, même si j'ai des relais de coach dans les autres pays, même si on est 4 sur Paris. Comment on fait? Est-ce que, du coup, je vais voir un peu les coachs à droite à gauche, chacun sa méthode, chacun sa manière de faire. Pour la plupart, ils étaient plutôt en mode, tiens, moi, je fais des lots d'équipes, donc 2-3 équipes, je coach les 2-3 équipes, puis je passe au lot 2, au lot 3. Moi, je regarde et je me dis, finalement, ce n'est pas très adapté parce que j'arrive à quelque chose où il y a un décalage entre chaque lot, entre chaque équipe, comment je fais mes allers-retours. Et puis en 3 mois, finalement, par lot, je passe quoi, 2 semaines? Ce n'est pas suffisant. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, je me dis, en fait, puisque je suis dans une transformation à l'échelle, il serait temps de faire du coaching à l'échelle et de commencer à rentrer peut-être dans du coaching un peu plus collectif. Parce que l'avantage, c'est que j'embarque tout le monde est onboardé en même temps, et qu'en plus, ils vont avoir peut-être le même vécu derrière. Et du coup, est-ce que c'est possible de coacher toute une tribu? Parce que quand on parle d'environ 150 personnes, et encore, c'était peut-être pas les plus grosses tribus, c'est quand même presque 15-16 équipes derrière. Même si elles sont réparties dans plusieurs régions et qu'on est accompagné en tant que coach, on n'est pas seul. OK, et c'est là que je me suis dit, en fait, le coaching de tribu, OK, la transformation à l'échelle, OK, mais c'est qui mon client au final? Ce coaching que je vais faire, c'est qui mon client? Et dans ma réflexion, je me suis dit, si on revient un peu à du user-centrique, mon client, peut-être que dans un premier temps, c'est mon directeur de transformation, parce que je suis censée respecter un certain cadre et je suis censée aboutir à certaines choses, on est d'accord?
Mais au final, les destinataires de mon coaching, ça reste la tribu. Mais la tribu, c'est trop gros, c'est trop grand. Qui y a dans une tribu? J'ai commencé à regarder un peu les rôles et finalement, on a 3 grosses populations qui ressortaient. C'était les Scrum Masters, les Product Owners et le reste de la tribu. Donc, je fais rentrer les équipes, éventuellement certains Chapter Managers, certains autres rôles, les Technical Leaders, ainsi de suite. Pour simplifier aujourd'hui, on va parler d'équipe pour ne pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui. Et du coup, si je décide de vraiment être user-centrique, bah, il faut que je commence à me préoccuper principalement de tous ces rôles-là et pas seulement de ce que le programme de transformation souhaite. Ça veut dire qu'il faut que je sois dans une approche plus user-centrique que transformation-centrique. OK ? Mais ça signifie quoi aussi? Ça signifie que si je suis user-centrique, je suis là pour les aider à faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur nouveau rôle, peut-être qu'ils l'ont déjà, peut-être pas, mais aussi dans leur équipe, à un niveau tribu, et aussi à un niveau organisation. Il y a quand même plusieurs échelles. Et un coaching collectif se doit de prendre en compte tout ça pour s'assurer, pas de couvrir tout le monde, mais s'assurer qu'il n'y a pas trop de frustration derrière et de partir un peu serein à la fin de son coaching. Et quand on parle de théorie et qu'on va un peu plus vers des principes, ça m'a fait penser à 3 principes principalement. C'est cela, c'est faciliter l'adhésion, changer la culture, pérenniser les pratiques et au final, puisqu'on parle de user-centrique, puisqu'on parle du parcours de la personne coachée, je dirais proposer une véritable expérience de coaching. OK, mais une expérience de coaching et du coaching collectif, ça reste encore que des mots. Et le coaching collectif, c'est quoi finalement? Du coup, le coaching collectif, c'est la volonté de mettre plusieurs personnes dans la salle, qu'ils ont le même métier ou pas, qu'ils aient un intérêt commun ou pas, qu'ils apprennent en tout cas à se connaître pour créer quelque chose, pour créer une collaboration entre eux. Et finalement, le collectif, c'est peut-être pas comme on l'entendait il y a quelques années, c'est pas de la formation pure et dure, top-down, les mettre tous dans la même salle et les sensibiliser en regardant toutes, comme je suis en train de faire là, et vous regardez tout simplement et parler tout seul dans le vide. C'est aussi créer des échanges et un peu dynamique. Et du coup, je commence à regarder et je me dis, mais en fait, il y a 1001 approches dans le collectif ou carrément dans le coaching. Et on a par population, on a de l'individuel, on a de l'équipe. Et si on arrive à trouver le juste milieu, peut-être qu'on va pouvoir créer ou tout simplement s'appuyer sur un des leviers le plus puissants en termes de coaching, c'est l'intelligence collective. Mais si on parle d'intelligence collective, ça veut dire qu'il faut aussi penser et anticiper qu'un jour on va partir, qu'on n'est pas là pour un gros moment et que du coup, il va falloir mettre tout en œuvre pour réfléchir à une pérennisation des pratiques. Donc, en gros, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup seule, je me suis torturé la tête, j'ai beaucoup lu, mais il y a un moment, il faut passer à l'action. Et du coup, c'est là où on commence à rentrer dans le noyau dur de ce coaching de tribu. Et par rapport aux 3 populations dont je vous ai parlé, j'ai choisi de commencer par les Scrum Masters. Les Scrum Masters, du coup, pourquoi eux? Tout simplement parce que à la base, ils avaient plus un rôle de feature team leader, donc ils avaient un côté un peu managérial, un peu hiérarchique finalement dans leurs équipes, et qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait peut-être un changement de culture à opérer plus rapidement sur cette population, parce que, qu'on le veuille ou non, ça reste des relais de coach, que ça peut devenir les ambassadeurs de demain, que de toute manière, si la tribu a choisi à l'issue des 2 mois ou 3 mois de lancer un framework full tribe, que ce soit un train safe, less use, Scrum of Scrum ou quelque chose qu'ils auront créé eux d'eux-mêmes, peut-être que ces Scrum Masters-là seront aussi le bon levier pour aider à insuffler la bonne dynamique le jour J quand on sera sur quelque chose de beaucoup plus gros. Donc du coup, en gros, les Scrum Masters, ils ont vécu à peu près tout ce type de sessions. La première, qui vient toujours un peu au début, ça va être les sessions full tribe. Donc toute la tribu est réunie dans une salle, pas forcément une salle de conférence, et on parle de sensibilisation, d'harmonisation. Mais au-delà de ça, on est surtout pour leur dire pourquoi il y a une transformation, pourquoi votre tribu a choisi une transformation. Ce n'est pas le coach qui s'exprime. Notre rôle de coach, c'est laisser la cellule de transformation parler pour sa propre tribu, mais peut-être de les aider et d'insuffler les bons messages derrière.
Donc il y a eu plusieurs sessions full tribe, leur expliquer aussi pourquoi il est intéressant de passer à l'agilité, pourquoi tout simplement se mettre en changement, se mettre en transformation au-delà de l'agilité, ça a un intérêt pour être plus réactif par rapport au marché, que ça leur servira pas juste aujourd'hui dans leur taf d'aujourd'hui, mais peut-être dans dans une autre année, dans un autre travail, dans un autre monde. Ensuite, j'ai choisi de faire des sessions que avec les Scrum Masters, pas un par un, tous ensemble. C'est les prendre tous ensemble, c'est 2 heures par semaine, c'est choisir une salle et c'est initier plusieurs discussions. Donc moi je viens avec un lot de sujets, ils viennent avec leur lot de sujets, on commence à parler de certaines choses. Le but c'est pas d'être dans la théorie, c'est plutôt être dans du co-développement mais par population. Donc on parle bien d'un coaching collectif mais par population, contrairement à du full tribe où c'était vraiment du collectif pur pour toute la tribu. Donc là, c'est plutôt ciblé, c'est pas que de l'appropriation du nouveau rôle, c'est aussi leur faire comprendre toute la nouvelle posture. Vous passez de Feature Team Leader à Scrum Master. Ce n'est pas la même chose, il faut le comprendre, il faut essayer de se l'approprier. Au-delà de ça, ça peut être donc 5 minutes de théorie et puis en fonction du sujet dont on vient de parler, ils aborderont ce qu'ils ont rencontré dans leurs équipes, ce qu'ils ont rencontré dans une autre vie, comment ils ont géré, c'est s'entraider, c'est véritablement le cœur du coaching collectif, c'est de l'entraide entre pairs, c'est du feedback, parce que l'expérience ne vient pas forcément que par sa propre expérience, ça vient aussi par celle des autres. Peu à peu, au bout de 7-8 sessions, finalement, le coach il va commencer à s'effacer. Et on crée plus une relation de mentoring jusqu'à l'effacement parce que d'une certaine manière, ils apprennent à se parler automatiquement sans nous, sans être tous ensemble dans la même salle. Donc quelque part, si leur ambition était de créer un chapter d'Agile Master ou Agile plus tard, il y a déjà une base pour un chapter d'Agile Master pour la création d'une communauté. C'est bien beau de parler au Scrum Master, mais ce n'est pas suffisant. Et puis un Scrum Master, son principal problème, c'est le PO. Surtout quand la transformation, elle part de l'IT et que le PO, on essaie de le ramener vers soi, mais que bon, le PO, il a aussi quelques complexités de son côté. Et la première chose qui est ressortie pendant ces sessions Scrum Master, c'est « bah oui, mais moi, mon PO, j'arrive pas à avoir ça, et puis lui, il pense que ça, et puis on n'arrive pas à arriver ça, et puis... » Enfin, des millions de problèmes. Je pense que pour la plupart, vous avez été tous confrontés à cela. Donc du coup, on s'est dit, bon, bah, puisque ça marche bien, le coaching collectif entre Scrum Master, pourquoi pas mélanger les PO avec? Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, on se retrouve tous, PO et Scrum Master, vous vous asseyez par binôme, et on va commencer à faire notre contrat PO de binôme, PO Scrum Master. Moi, j'ai besoin de ça, moi, j'ai besoin de l'attitude sur ça, et ainsi de suite. Vous allez me dire, bah, c'est bien beau, mais en fait, pourquoi ils font ça, leur truc à tous les deux, et sans en parler à l'équipe? Tout simplement parce que l'équipe, elle a besoin de voir un PO qui était impliqué, et que c'était pas plus mal, dans ce cas précis, qui commence à émettre des petites idées, des compromis, des petites négociations, et qu'ils en parlent à leur équipe, et qu'avec l'équipe, ils optimisent sur cette base-là. Puis, en termes de sessions encore un peu collectives, au lieu de rentrer tout de suite dans du coaching équipe par équipe, qu'on les parallélise ou qu'on les lotise, on s'est aperçu que les équipes, les membres d'équipe, ils avaient besoin aussi de voir ce qui se passait en dehors de leurs équipes. Donc pourquoi pas, pendant un moment de sensibilisation, d'harmonisation alors si on était dans du Scrum, dans simplement un serious game autour du Scrum, ce genre de choses, bah, ne pas prendre juste une équipe, mélanger 2-3 équipes. Oui, ça fait des fois 20 personnes dans la salle. Oui, on ne peut pas coacher ça tout seul toujours, surtout s'ils se balançaient l'ego pendant toute la session. Mais il faut trouver le juste milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce type de serious game, on mélange les personnes. C'est-à-dire qu'ils ne feront pas... C'est-à-dire s'il y a 3 équipes, on mélange les équipes du jeu comme les équipes dans la réalité. Et ils apprennent à travailler avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et si c'est leur cas, finalement, qu'ils rentraient dans une équipe avec des gens qu'ils ne connaissent pas, ils s'aperçoivent qu'on peut le faire. Et ils commencent à apprendre et à voir ce qui se passe en dehors, que ce soit dans les cérémonies, que ce soit dans le mindset, que ce soit dans la relation des PO. Donc, ils commencent à observer quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Deuxièmement, clairement, c'est un des meilleurs moyens de casser les silos d'équipe. Qu'ils soient complètement indépendants ou dépendants, qu'ils soient sur des domaines fonctionnels ou pas, ça casse les silos. Et finalement, faire du coaching de tribu et collectif, c'est aussi essayer de casser les silos pour créer une dynamique collective, un mindset tribu et pas juste des mindsets d'équipe ou individuels.
Et enfin, je ne rentrerai pas trop dans les détails, session par équipe selon leurs besoins, avec toute la personnalisation que ça requiert, puisque chaque équipe pouvait choisir de faire du Scrum, du Kanban, du Scrum Ban ou même du Scrum Bot pour certains. On avait la possibilité de les coacher sur tout ça, et donc chaque équipe a le droit de se personnaliser comme il le souhaite, tant que ces enjeux d'équipe servent les enjeux de la tribu. Et enfin, on a toujours quelques participants au sens Scrum Master, personnes coachées, qui disent bon bah tiens, moi j'aimerais bien aller un peu plus loin dans ça, et puis pourquoi pas faire des sessions individuelles, que ça soit avec moi ou avec le coach leadership ou avec d'autres coachs, peu importe. Donc finalement, les Scrum Masters, ça a été un vrai challenge parce qu'il a fallu se poser la question de comment je dépasse le rôle de Scrum Master, comment j'en fais mes ambassadeurs de demain, comment j'en fais mes relais de coaching, comment je me sers de cette population et comment je les embarque s'ils sont volontaires pour faire plus que ce qu'on leur demande et pour finalement embarquer pas seulement leur équipe. Et en termes de difficulté, c'est toujours un peu pareil. C'est quand on passe d'un rôle un peu leader d'équipe vers le rôle de Scrum Master, c'est laisser l'équipe se tromper, maintenir la dynamique quand le coach part parce que tu es un peu tout seul et tu as les rênes. C'est aider aussi chaque Scrum Master à partir de cette posture, à effacer la posture un peu hiérarchique managériale qu'il avait pour laisser place à autre chose. Et finalement, pour cette tribu, cette population que j'ai rencontrée, le co-développement, ces sessions entre Scrum Masters ont permis d'aller vers du mentoring et c'est ce qui a été le principal levier dans leur coaching. C'est bien beau de parler aux Scrum Masters, mais il n'y a pas que dans la tribu, il y a aussi les Product Owners. Et les Product Owners, c'est toujours plus compliqué parce que les Product Owners, ils ne sont jamais dispo à 100%. Ils étaient en l'occurrence dispo qu'à 20%. Ils ont simplement le rôle de Product Owner, ça veut dire que leur job, ça veut dire que dans leur carte de visite, il n'y a pas écrit Product Owner, qu'ils ont tous un passé très glorieux dans le management de projet, donc ils savent déjà prioriser et ainsi de suite, et que le Product Owner, au final, il veut choisir, il veut que son temps soit vraiment efficace quand il le passe avec l'équipe. Et je vous le rappelle, comme je l'avais dit, cette transformation part de l'IT. Même si elle veut rapprocher le business, elle ne part pas du côté business. Donc ça veut dire que même la couche hiérarchique au-dessus des PO, c'est difficile à convaincre, c'est difficile à ramener vers soi. Donc un peu dans le même esprit, il y avait donc les sessions Full Tribe où on les a invités. L'avantage, c'est qu'ils commencent à voir qu'il y a d'autres PO. Ils ne sont pas tout seuls avec leur équipe dans cette tribu-là. Oui, il y en avait d'autres. Et oui, on fait une transformation. Et oui, le but, c'est d'arriver à telle et telle chose. Et oui, vous êtes une partie des contributeurs pour y parvenir et votre rôle est important. En parallèle des sessions entre Scrum Master, il y a les sessions entre PO. Alors eux, ils sont moins demandeurs. Contrairement au Scrum Master, on était plutôt sur 7-8 sessions, sur 7-8 semaines. Là, on est plus sur 2-3 semaines. Parce que, faut aussi comprendre qu'ils ne sont pas disponibles. En tout cas, c'est ce qu'ils ont bien explicité. Et pendant ces créneaux, essayer d'aller vraiment plus... Alors, eux, ils sont moins dans le co-développement en termes de demande. Ils vont être plus comprendre pourquoi cette tribu y va, qu'est-ce que ça signifie pour eux, et essayer de leur comprendre que non, ils ne sont pas managers de l'équipe, et non, l'équipe n'est pas seulement leurs exécutants qui sont là, tous pour trouver une bonne valeur et pour arriver à quelque chose ensemble, parce que oui, tu fais partie de l'équipe, et oui, tu es un membre de l'équipe. Ensuite, les sessions binôme, donc Scrum Master PO, on en a parlé. Puis les sessions cross-équipe, c'est aussi l'inviter à ce moment-là pour lui montrer que dans d'autres équipes, peut-être que le binôme marche mieux, peut-être pas. Et c'est toujours intéressant de voir comment les autres marchent pour apprendre de nouvelles choses, pour développer d'autres choses, pour même s'ouvrir les chakras vers des nouvelles idées qu'on n'avait peut-être pas eues. Et enfin, session équipe unique, un peu dans le même principe que tout à l'heure. On va coacher équipe par équipe. On fait en sorte que le PO soit là le maximum aussi. Après, on fait comme on peut. Donc pour les Product Owners, tout simplement, ça veut dire que les Product Owners, ce n'est pas du tout le même type de coaching. Même si on veut aller vers du coaching collectif, ils resteront contributeurs. Ils ne peuvent pas être plus que contributeurs. Pour certains, ce n'est pas possible. Pour d'autres qui sont plus volontaires, il faut essayer de s'adapter et les nourrir autant qu'ils en ont besoin. Et c'est se dire que
Au final, le coaching collectif entre PO, c'est un bon moyen aussi de les ramener vers soi. Parce que le fait qu'ils soient dans une grosse machine et qu'ils ne soient pas juste au niveau de leur équipe, ça leur donne un peu l'importance et toujours l'envie d'être dans le bon wagon et de ne pas rattraper un train plus tard parce que finalement, il y a 4 coachs qui ont tout compris et moi, je suis à l'arrêt et je ne l'ai pas suivi. Ils ont envie d'être aussi dans la même dynamique et ils ont besoin d'avoir cette vision collective et globale pour y arriver. Donc, ça leur permet d'avoir une vision plus large et quelque part, pour les plus volontaires, ça devient des véritables soutiens à la fois de la transformation de l'équipe, mais aussi de la tribu. En termes de difficultés, c'est toujours un peu la même chose. Les obstacles, le manque de disponibilité dont on a parlé, le job pas à temps plein, transfo par et pour l'IT. Et aussi, on ne va pas se mentir, c'est pas comme les Scrum Masters, créer une communauté de PO, c'est pas très évident. Ils n'en ont pas forcément la volonté. Et puis, ils n'estiment pas qu'il y a encore des pratiques de PO qui ont besoin d'être discutées. Ils ne sont pas encore dans cet état d'esprit à date. En tout cas, dans cette tribu. Et enfin, je perds mon micro. Ne pas délaisser les équipes. Ne pas délaisser les équipes. Oui, on a touché les Scrum Masters, oui, on a touché les PO, mais bon, on parle quoi? On parle de 10% de la tribu. Ouais, il reste le reste, tout simplement. Il ne faut pas les oublier parce qu'eux, ils sont demandeurs. Il y en a qui ont envie de voir des choses, il y en a qui ont déjà eu une mauvaise expérience et qui ne sont pas très contents qu'on passe à ce genre de transfo. D'autres qui pensent que leur expérience était suffisante et qui pensent qu'ils peuvent l'expliquer à leur équipe. D'autres, ainsi de suite. En gros, grosse maturité très hétérogène. Chacun finalement, on est tous différents. Chacun son expérience, chacun son passé, chacun sa vision des choses. C'est bien beau, mais on est dans une tribu. Il faut aussi, à un moment, harmoniser à la fois le vécu, les connaissances, s'assurer qu'on part tous d'une même base pour pouvoir partir tous ensemble vers quelque chose de différent. Donc, c'est la même chose. Ils participent aux sessions Full Tribe. Ils sont dans les cross-équipes. Ils ont leur session équipe unique aussi. Et puis, les plus demandeurs demandent des sessions individuelles. Dans les sessions Full Tribe, quand je dis Full Tribe, ça veut dire qu'on invite toute la tribu. Pour tout ce qui est session autour de la vision, ils viennent. Mais après, on peut faire, alors au lieu de faire une coach clinique, ça peut être un Dr. Y, donc une session d'1 heure, disponible que par call, pas en physique, parce que vous êtes sur plusieurs sites. Et tout simplement, aujourd'hui, on va discuter de comment faire une rétro efficace et à quoi ça sert. Pendant un quart d'heure, moi je donne un peu de théorie, puis qui veut en parler, en parle, et puis on regarde d'autres ateliers et autre chose. Le Dr. Y, c'est finalement presque une quarantaine de personnes qui se sont connectées. Donc à nous de trouver en tant que coach, qu'est-ce qu'on met derrière des sessions Full Tribe, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on appelle vers du volontariat de masse? Est-ce qu'on appelle à quelque chose d'un peu plus... je ne dis pas obligatoire, mais un peu plus mandatory parce que le sponsor de la tribu dit faut vraiment que vous y allez, j'ai besoin que vous y allez pour que vous compreniez pourquoi on se lance, et ainsi de suite. Et pour eux, c'était vraiment différencier les enjeux d'équipe par rapport aux enjeux de la tribu. Parce que oui, tu es dans ton équipe, mais tu appartiens à une tribu. Et pour certains, ce n'était pas vraiment visible à un certain moment. Accepter la responsabilité collective, c'est tout simplement des ateliers comme toute l'équipe, là, prenez tous un A4, dessinez votre definition of ready, sauf qu'au lieu de dire definition of ready, dessinez-moi la user story idéale. Donc chacun dessine dans son coin, et puis au bout de 2 minutes, on se montre les schémas. Qu'est-ce que vous remarquez? On n'a pas tous fait le même schéma. Oui, parce que vous êtes peut-être encore dans un mindset individuel, il faut peut-être trouver quelque chose où toute l'équipe se retrouve. Et puis, une fois que l'équipe s'est retrouvée, est-ce qu'on décide de lancer un backlog Full Tribe? Si c'est le cas, est-ce qu'on s'inspire déjà de ce qu'il y a dans les équipes? Est-ce qu'on laisse de la marge de manœuvre? Est-ce qu'on crée un workflow Full Tribe et puis on laisse de la latitude sur certaines équipes? C'est aussi toutes ces questions qui se sont posées derrière. Restez vigilants sur la sollicitation parce que forcément, quand on parle d'équipe, on parle aussi du Scrum Master et du PO, donc il faut faire attention de ne pas sursolliciter les personnes, s'assurer qu'il y a bien un moment où, en termes de coaching, si on sait qu'on va faire 3 events dans la semaine, s'assurer qu'on ne sursollicite pas les mêmes personnes et peut-être répartir dans le temps le coaching, en tout cas avoir
beaucoup de hauteur. Je ne dis pas de faire une roadmap de coaching, avoir une idée des grandes cases qu'on veut mettre, rester agile dessus et trouver le juste milieu d'une semaine à l'autre pour aborder ces personnes. Bref, donc là, on a fait un zoom sur toutes les populations, mais finalement, tous ces petits serpentins, ça donne quoi si on les met les uns après les autres? Ben, ça donne ça. En gros, alors, c'est un schéma très macro, ça ne veut pas dire que c'est exactement comme ça. Par exemple, tout ce qui est session entre Scrum Master, ce n'est pas un gros bloc, un deuxième, un troisième, c'était un peu plus éparpillé. C'est sympa, les blagues des copains. Les sessions entre Scrum Master, c'est un peu plus éparpillé, c'est un peu plus à la suite. Et pour les PO, c'était un peu plus aussi éparpillé, mais ça peut donner ce genre de choses. Et ce qu'on voit par rapport à la légende, c'est que le collectif vraiment Full Tribe, c'est ce qu'il y avait en mauve. Et par exemple, quand on voit la deuxième session Full Tribe, bah, peut-être que là, c'était plus pour travailler sur, bon, vous avez déjà tous la même base, maintenant vous savez que vous voulez partir dans un framework qui vous englobe totalement, bah, tiens, maintenant on va commencer à réfléchir sur un backlog global, sur comment on s'organise, peut-être même des jeux, des serious games pour s'entraîner avant le jour J, si c'est un PI planning ou autre. C'est aussi ce genre de choses. Et tout ça, l'accompagnement d'une tribu en 3 mois, ça signifie quoi en termes de coaching? Pour nous les coachs, ça signifie que diversifier et paralyser les méthodes de coaching, oui, c'est possible. À nous de trouver le juste milieu, à nous de s'adapter aussi d'une semaine à l'autre, à trouver quelque chose qui convient déjà pour soi, parce que en l'occurrence, je n'étais pas seule, mais il y en a peut-être qui sont tout seuls, et puis une tribu de 150 personnes pour un seul coach, c'est peut-être pas la même approche aussi. C'est aussi trouver le moyen de créer de la collaboration parce qu'on n'est pas juste coach, on essaie d'insuffler une dynamique, on essaie de créer de l'autonomie, ainsi de suite. Donc c'est responsabiliser toutes les personnes de la tribu, pas seulement les Scrum Masters, mais aussi les plus volontaires. Et finalement, c'est aussi créer un mindset collectif, c'est aussi créer un mindset tribu. Donc ça veut dire qu'en tant que coach, partir de cette tribu, c'est se dire, bon, en fait, ils peuvent faire des réunions de tribu maintenant tous les 3 mois, ils peuvent faire des choses, ils sont plus trop silotés, chacun son environnement, mais il y a un environnement au-dessus et ils l'aiment bien et ils le comprennent et ils ont envie d'y contribuer. Donc quelques exemples d'ateliers, comme le co-développement. Bon, moi j'aime bien donner des noms un peu sexy à mes ateliers, donc ils s'appellent Bound to be SM, donc Scrum Master. Les ateliers d'équipe un peu plus autour de mind map, célébrer les succès, super important. Ça peut être donc tout ce qui est autour de facilitation, médiation, open space agility qui a été apporté par l'une des personnes ici, ce genre de choses. Et au final, c'est quoi les plus et les moins de cette approche? On l'a un peu dit, les plus c'est même vécu, grosse harmonisation, même base de connaissances. Ça va être aussi la possibilité de donner à chaque équipe la latitude de personnaliser ce qu'ils veulent ou pas faire. Déjà un début de création de certaines communautés. Et puis enfin, une vision tribu, c'est-à-dire que je sais ce que fait mon voisin, c'est pas juste un déjeuner, maintenant je sais ce qu'il fait, je sais sur quoi il travaille, ainsi de suite. Par contre, il y a quand même des aspects plus complexes à améliorer. C'est que si on part du principe qu'on va coacher une tribu sur 3 mois, qu'on va solliciter beaucoup de monde et qu'on va faire beaucoup de choses pendant cette période-là, ça a un impact sur le delivery. C'est une chose qui fait partie des premières discussions. Si on décide qu'on peut solliciter les personnes à hauteur d'une journée par semaine, ça a un impact sur le delivery. Si c'est plus, c'est autre chose, et ainsi de suite. Un rythme dense, l'accompagnement équipe n'est toujours pas suffisant. Pour certains, il faut aller beaucoup plus loin. Et pour le coach, surtout tout ce qui est, pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est les sessions collectives cross-équipe, donc 2-3 équipes dans la même salle, parce que quand on le fait pour le premier lot, il faut le refaire pour les lots suivants. Donc forcément, c'est créer le même jeu, essayer d'avoir le même wording, un peu les mêmes remarques pour s'assurer que même s'ils n'étaient pas dans la même salle, même s'ils n'ont pas joué avec les mêmes copains, ils ont quand même eu le même vécu et ils partent d'une expérience de coaching similaire. Et je vais aller rapidement parce qu'on me fait signe. C'est bien beau, tu as fini tes 3 mois. Eh ben super, voilà la tribu suivante. D'accord, mais du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que cette approche,
elle était bien, est-ce que c'est une fausse bonne idée de la reprendre? Est-ce que la tribu d'après, elle a les mêmes besoins? Est-ce qu'elle a le même MVP d'itération? Où est-ce qu'ils veulent aller? L'efficacité, ainsi de suite. Et puis, moi-même, je n'ai pas le recul pour dire que cette approche, elle était bonne ou pas, parce que je viens de partir et c'était hier. Donc c'est toujours un peu délicat. Et puis, du coup, la seule et unique réponse, c'est faire des REX. Et on en a fait plusieurs avec la coaching team pour justement avoir des feedbacks, voir comment les autres faisaient et pour se nourrir de ça et se dire bon, qu'est-ce qui est bon à prendre ou pas. Et la réalité, c'est que quand on l'a fait, là, on est allé dans la tribu d'après, on n'était peut-être pas forcément les mêmes personnes de la coaching team, donc rembarquer un coach en lui expliquant ce qui s'était bien passé ou pas, voir si ça lui donne envie, créer des ajustements, coopération, est-ce que la tribu était plus grosse, moins grosse, plus de régions, est-ce qu'il voulait lancer les chapters tout de suite, est-ce qu'il voulait lancer un train, est-ce qu'il voulait lancer un train avant de lancer les chapters, avant même de faire de l'harmonisation agile. Chaque tribu est différente. Et c'est là que on est arrivé à la conclusion, après cette tribu et la suivante, donc au bout de 2-3 tribus, que finalement, on avait un cadre intéressant, des macro-idées, des macro-manières de coacher, d'utiliser le collectif, mais que peut-être, il fallait l'adapter. Ça veut dire que les sessions full tribe, le Dr. Y ne marchait pas sur la tribu 2, marchait sur la 3e, et sur la première ne marchait qu'à moitié. Il y a peut-être une idée globale à garder en tête, mais qu'au final, dans le détail, ça ne sera pas les mêmes choses. Mais au bout de 3 tribus coachées, ça nous apporte quoi d'avoir une approche presque similaire ou qui apporte finalement beaucoup de collectifs? Tout simplement, ça nous apporte qu'une guilde de Scrum Master s'est formée et elle était tellement grosse à la fin. Donc j'avais quand même, au départ, quand on l'a lancé en POC, on avait une dizaine, quinzaine de personnes. Là, aujourd'hui, dans l'invitation, on a à peu près 60 personnes. Donc c'est peut-être aussi eux, les ambassadeurs de la pérennisation de cette transformation globale, pas seulement au niveau de leur tribu. Une cohérence dans l'expérience des coachés, parce que finalement, s'intéresser aux populations, proposer un coaching collectif par population et pas juste full tribe, top-down, où il y a du mentoring, où il y a du co-développement, ça crée de la cohérence, ça crée les leaders de demain, ça leur donne confiance et ça leur donne envie d'appréhender du mieux qu'on peut leur nouveau rôle. Une cohésion, parce que finalement, tout le monde comprend un peu mieux la transformation, même s'il y a la transformation globale et la transformation de sa tribu. Et enfin, pour la direction programme, peut-être donner quelques bases pour les laisser enclencher un dispositif de sustain, donc de pérennisation. Et pour finir, donc en fait, que garder en tête? J'ai beaucoup parlé de coaching collectif versus coaching de proximité. Je ne dis pas qu'il faut forcément choisir l'un ou l'autre. Je dis que dans mon cas, et c'était ma réponse à ce défi-là, que le coaching collectif m'a servi et j'ai pu aussi l'exporter sur d'autres tribus. Mais le coaching collectif, c'est pour harmoniser, ce n'est pas pour standardiser. Le but, ce n'est pas de créer un coaching de masse et d'une tribu à l'autre faire exactement la même chose. Quand on parle de vécu, ça reste du vécu personnel et pas un vécu obligatoirement la même histoire, les mêmes mots, les mêmes choses, ainsi de suite. Que multiplier les approches de coaching et surtout dans le collectif, ça peut apporter pas mal de choses, dont le renforcement de l'intelligence collective. Que coacher les Scrum Masters ou par population, ça fait émerger certains leaders. Je l'ai déjà dit, la démarche, c'est une idée globale. C'est pour ça que je vous disais que c'est peut-être dur de le mettre sur slide, mais garder la flexibilisation qu'on peut et rester agile presque dans la démarche, dans le coaching, pour la personnaliser, soit par rapport aux équipes, soit par rapport à la tribu. Garder du temps pour le coaching d'équipe, définitivement, ce n'est pas suffisant, même si les équipes le pensent pour certaines, ce n'est pas suffisant parce que en 3 mois, l'idée c'est d'aller les voir, mais de laisser un peu de temps entre la deuxième visite, c'est pas juste d'aller les voir tous les jours et les marteler, c'est les laisser s'approprier certaines choses. Et enfin, faire du coaching collectif, c'est garder la tête froide, c'est prendre beaucoup de hauteur, c'est servir toutes les échelles. Et c'est bien avoir conscience de ça et essayer de transmettre ce point à toutes les équipes. Et pour terminer, sur une citation de quelqu'un qui cite quelqu'un d'autre, parce que j'aime bien tout ce qui est compliqué. Si je vous parle de Didi, qui connaît Didi dans la salle? Alors, je suis déçue, je pensais que vous connaissiez Tintin, le lotus bleu. Et comme dit Didi, dans Lao Tse, elle a dit, il faut trouver une voie. Moi, je l'ai trouvée, donc il faut que vous trouviez la vôtre. Voilà. Merci.
Juste avant de passer aux questions, parce qu'on a encore le temps, je vais juste vous proposer. Alors, il y a le rôti express, mais moi, je suis impatiente. Donc, je voulais savoir si on pouvait se faire un petit rôti à main levée. Je pense que je n'ai pas besoin de réexpliquer le principe, et au pire, c'est écrit. On lève les mains, on y va? Je vous prends en photo. Il n'y a pas beaucoup de mains levées, hein. Ça veut dire que c'est zéro? Ah, super, merci. Quand même. Merci beaucoup. Et juste, alors j'ai mis quelques verbatims, c'est pas forcément le moment de le lire, c'est un peu plus ou moins tout ce que je vous ai dit. La présentation sera aussi sur le site, donc vous les verrez.